celle-ci met aux prises le ministre des Affaires étrangères RD congolais, Léonard Shioki-Tuntu, et son vice-ministre, Agé Matenbo Toto. L'enjeu, s'arroger le juteux marché de la délivrance des passeports biométriques. Par Jackie Wotu, notre correspondant à Lubumbashi. C'est un cas somme toute classique en RDC, mêlant trafic d'influence et clientélisme. Sauf que cette fois-ci, il met aux prises deux ministres qui se partagent le même portefeuille, celui des Affaires étrangères en l'occurrence. Depuis plusieurs mois, Léonard Shioki-Tuntu et Agé Matenbo Toto se livrent une véritable bataille afin de mettre la main sur le centre de capture des passeports de Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga. La délivrance de ces documents donne lieu à de juteuses commissions pour leurs bénéficiaires, une bonne partie du prix des passeports échappant en effet au trésor congolais. Léonard Shioki-Tuntu tente, sans y parvenir, d'imposer, sur la recommandation de Caleb Muton, le patron de l'Agence nationale de renseignement ANR, un nouveau chef de centre, Mwezenu Muchima, qui lui serait tout acquis. Problème, ce dernier, arrivé à Lubumbashi en août dernier n'a, à ce jour, pas encore pu prendre ses fonctions. La raison. Agé Matenbo Toto pèse de tout son poids pour maintenir à son poste l'actuel chef de centre, Pascal Muswaya, dont il est proche, et qui est par ailleurs un intime de John Naambi, l'une des âmes damnées de Joseph Kabila. En RDC, un État kleptocratique, il s'agirait presque d'un cas d'école. Les hautes fonctions politiques servant en effet avant tout à l'enrichissement personnel de ceux qui les occupent. RDC, Kamal, l'homme qui souffle à l'oreille de Joseph Kabila et de la CENI. Loi électorale, machine à voter, formation des agents de la CENI, rien n'échappe à cet homme d'origine libanaise, aussi discret qu'influent, qui conseille depuis près de 10 ans le président hors mandat RD congolais en matière électorale. Au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Mont des Arts. Un complexe d'immeubles jouxte l'école Cours Sénèque, un établissement scolaire de haut standing. Devant, à l'entrée, un cortège s'arrête. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, descend d'un des imposants véhicules qui le composent. En plein jour. Ce samedi 1er septembre, l'homme chargé des élections en République démocratique du Congo se rend dans un des appartements luxueux de cet immeuble, où il y passera plusieurs heures. C'est en effet une habitude. Ce lieu, discret et presque anodin, est pourtant connu de tous les kabilistes ou, du moins, de ceux qui cherchent à se faire élire. C'est ici qu'habite l'homme qui n'est connu que sous le nom de Kamal. Officieusement, il est le conseiller électoral du président Kabila. De fait, c'est lui qui, depuis son appartement, pilote le processus électoral en RDC. En matière d'élection, il est le Deus ex machina du président. Confirme un haut responsable du parti au pouvoir. Kamal n'existe pourtant pas officiellement. Aucun document officiel au pays ne porte trace de son existence. Et pourtant, l'homme conseille Joseph Kabila depuis 2011. C'est lui qui, grâce à ses théories électorales qui ne tarderont pas à prouver leur efficacité, sera recruté par feu Augustin Katumba Mvank pour faire gagner le pouvoir. Il a travaillé avec la MONUSCO sur le processus électoral de 2006. Il avait accès à tous les fichiers. Il donnait des informations précieuses aux proches du président Kabila, Katumba Mvank, Samba Kaputo, Vital Kamerhe, explique une source qui le fréquente régulièrement. En précisant que plusieurs députés du pouvoir ont été élus grâce à un coup de pouce de Kamal. C'est le cas notamment de Trifon Kinkiei Mulimba, Évariste Boschabé et Aubin Minaku qui avaient perdu aux élections législatives face au père de Germain Kambinga mais qui avaient été donnés vainqueurs. C'est lui qui en 2011 conseille au président Kabila d'instaurer un seul tour au lieu de deux pour le scrutin présidentiel, rendant ainsi la tâche de l'opposition plus compliquée. C'est encore lui qui, dans la foulée, conseille d'éclater la famille présidentielle en une myriade de partis PPRD, Patrick Poivre d'Arvor, PPPC. Afin de tirer le meilleur profit du scrutin proportionnel et avoir ainsi une majorité plus large aux législatives. L'idée de la machine à voter, c'est lui. En 2015, alors que l'opposition commence à s'agiter pour appeler au départ de Kabila, Kamal débarque chez Kabila avec deux solutions, une loi électorale taillée sur mesure. Avec notamment une nouveauté de taille le seuil électoral à 3% et une sombre machine à voter. L'objectif, faire gagner n'importe quel candidat du pouvoir à des élections qui n'ont que peu de chances d'être élus à la régulière compte tenu de la forte impopularité du régime. Le président était emballé par cette initiative.
Kamal a été tout de suite mis en contact avec la CENI pour travailler sur la mise en place de ce projet. Depuis, le Libanais, comme le surnomment ses détracteurs, jaloux de son pouvoir auprès du président, est devenu l'ombre de Corneille Nangaa. C'est lui le véritable patron de la CENI. Son expertise en matière électorale n'est plus à démontrer, ajoute une source au sein de l'institution. Il n'est pas spécialiste des questions électorales. Mais de triche électorale, corrige aussitôt un ex-proche du président Kabila. Kamal est ainsi au cœur du processus devant permettre au pouvoir de franchir sans encombre les prochaines échéances électorales. Sa machine à voter est une question de vie ou de mort pour le régime actuel. À 3 mois des élections, la commission électorale a tout mis en œuvre pour que celle-ci, pourtant vigoureusement dénoncée, soit utilisée vaille que vaille lors des prochains scrutins. Ces machines, tout le monde le sait, sont d'une fiabilité plus que douteuse. D'autant que pour les faire fonctionner au profit du pouvoir, Kamal a tout prévu. Des agents électoraux seront chargés de les faire fonctionner dans les différents bureaux de vote à travers le pays. Entre les problèmes d'illettrisme, de vue défectueuse ou tout simplement de manipulation de cette machine au rouage complexe, le pouvoir peut espérer par ce seul moyen détourner une partie non négligeable des votes à son profit. Comme l'annonçait Corneille Nangaa le samedi dernier sur la radio Deutsche Welle DW, 40 000 agents ont été recrutés à cette fin et sont actuellement en formation à l'école Cours Sénèque située à La Gombe. Et les formateurs de ces quelques 40 000 agents sont eux-mêmes formés par l'incontournable Kamal. De quoi sans doute permettre au pouvoir d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Faire élire l'homme de paille de Joseph Kabila, le très effacé Emmanuel Ramazani Shadari, et obtenir une large majorité absolue à l'Assemblée nationale 320 députés. Avec les machines à voter et les manipulations qu'elle permet, la victoire pour le pouvoir pourtant très impopulaire partout en RDC est assurée. À l'heure du tout numérique, la fraude électorale rentre elle aussi dans l'ère de la modernité. Au fait de son influence, Kamal est aujourd'hui incontournable au sein de la mouvance présidentielle pour qui veut faire carrière en politique. Au-delà, l'homme détient entre ses mains une bonne partie de l'avenir de la Kabylie. Joseph Kabila le sait. Jamais il n'a été aussi dépendant de son très discret conseiller. RDC, Joseph Kabila rencontrera João Lourenço en Angola lundi 23 juillet. Joseph Kabila rencontrera son homologue angolais, João Lourenço, lundi 23 juillet. L'entretien entre les deux chefs d'État aura lieu non pas à Luanda mais à Lobito, ville d'origine du président angolais, dans la province du Benguela. C'est Joseph Kabila qui a sollicité cette rencontre. Le président hors mandat RD congolais souhaite en effet faire le service après-vente du discours qu'il a prononcé le 19 juillet dernier devant le Parlement réuni en congrès et lors duquel il n'a rien révélé de ses intentions quant à son avenir politique. Joseph Kabila privilégie donc la voie bilatérale qui présente l'avantage de pouvoir délivrer un discours différent à chacun de ses interlocuteurs. Il devrait ainsi, avant le 8 août, rencontrer un à un, et non tous en même temps, quelques-uns des chefs d'État de la sous-région qui pèsent sur le dossier RD congolais. À l'issue de cette tournée, il devrait décider quelle stratégie il adopte en vue de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain en RDC. Lire notre précédent article à ce sujet. La première étape de cette mini-tournée le mènera ainsi en Angola, plus précisément dans la province du Benguela, à Lobito, une ville portuaire située sur la côte atlantique d'où est originaire le président angolais. Joseph Kabila y tentera d'amadouer João Lourenço. Pour faire pencher la balance en sa faveur et garnir la corbeille de la mariée, le président hors mandat RD congolais proposera une série d'accords économiques et militaires à son hôte. Pas sûr cependant que ces attentions suffisent à faire infléchir João Lourenço. Le chef de l'État angolais, très remonté après les multiples reports des visites précédentes, risque fort de se montrer au moins aussi inflexible que Paul Kagame, le numéro 1 rwandais et président en exercice de l'Union africaine, sur ce qui constitue le point essentiel, le respect intégral par Joseph Kabila de l'accord de la Saint-Sylvestre qui stipule que l'actuel président hors mandat RD congolais ne se présente pas lors des prochaines élections qui devront être organisées de manière crédible et inclusive. Dans un climat de décrispation politique conformément à l'accord du 31 décembre 2016. C'est précisément ce que vient de rappeler la dernière déclaration conjointe ONU-A. Faite au lendemain du discours de Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès.